Après une carrière en fusion-acquisition et en banque d'investissement, notre invité, Kevin Romanto, a décidé de créer sa propre société, un hedge fund White Light Capital. Historiquement, le hedge fund, la difficulté qu'ont les investisseurs, c'est que c'est très volatile. Vous pouvez faire une année à 20, 30, 40% et plus. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est très difficile de tenir dans la durée. En moyenne, c'est effectivement ce qu'on essaie de générer, c'est 15 à 20%. Donc pour les atteindre, effectivement, c'est là où vous allez utiliser, on va dire, du levier. Les hedge funds sont des entreprises d'investissement avec une liberté totale. Composés des traders les plus talentueux, ils utilisent une multitude de stratégies originales et parfois très risquées pour faire des rendements qui sont peu corrélés au marché financier. Quand vous attaquez une société, la société vous attaque. Vous pouvez utiliser de l'intelligence économique, mais en l'occurrence, la société peut faire la même chose. On peut venir vous faire une cyberattaque. On a subi une cyberattaque cette année. Il ne faut pas croire que quand vous faites de l'activisme, c'est un monde de bisounours. Monsieur Romanto a en plus une casquette d'activiste, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'investir dans des entreprises, il veut influencer leur gouvernance pour les emmener dans la bonne direction. Aux États-Unis, quand vous êtes actionnaire, vous avez une vraie voix. Vous êtes très rapidement capable de balayer un board et un management. En France, pas du tout. On a l'impression qu'en fait, le management et le board sont intouchables. C'est totalement faux. Ils ont des responsabilités. Et si les responsabilités ne sont pas respectées et qu'on n'arrive pas à se faire entendre par la voie actionnariale, il y a la voie de la justice. Dans cette vidéo, on va rentrer dans le monde des hedge funds, décrypter toutes les stratégies qu'ils utilisent et comprendre les coulisses de l'investissement activiste. Est-ce que vous pouvez simplement, pour l'audience qui nous écoute, qui ne sait pas très bien ce que c'est qu'un hedge fund, décrire quel est globalement le concept de cette manière de gérer qui est, on va le voir, assez large? Alors, ce qui va différencier, je dirais, un fonds traditionnel qui va être long d'un hedge fund, c'est principalement l'utilisation du levier. Et surtout, il y a un aspect aussi, on peut dire, de diversification du produit qu'on va utiliser. Et puis le fait aussi qu'on peut shorter, donc on peut vendre des titres. Et il y a ce qu'on appelle donc dans le hedge fund, il y a des stratégies qu'on appelle long short. Donc nous on est positionné, c'est ce qu'on appelle un fonds event driven. Donc on utilise des événements particuliers ou ce qu'on appelle un catalyste. Donc il y a un événement qui puisse se réaliser. Et donc, c'est ce qui va se différencier, c'est qu'on va pouvoir aussi, je pense, passer peut-être plus de temps, être un peu plus agressif. Moi, j'ai eu la chance d'être formé aux États-Unis, donc on va plus en profondeur. Je veux dire, et il faut aller très vite. Ce qui me fait toujours rire en France, c'est que je vois parfois des gens qui sont pas très sophistiqués finalement, qui gèrent beaucoup sous encours. Et là, ce qu'il faut effectivement, c'est aller très vite, être capable de prendre des positions. Et surtout prendre du risque et gérer le risque. C'est ça qui est très important parce que quand on utilise du levier, si on n'a pas le risque qui est associé avec, effectivement, à un certain moment, dès que vous avez trop de volatilité, vous allez vous retrouver avec de la perte puisque vous avez investi des capitaux qui ne vous appartiennent pas. Sur cette stratégie long-short, donc l'idée c'est d'avoir un portefeuille qui est à peu près équilibré. Est-ce que c'est pas du coup dur de faire de la performance et dur de ne pas bénéficier de l'engagement naturel des marchés financiers qui ont tendance à monter? Alors, il y a plusieurs choses dans la construction d'un portefeuille et je pense que c'est tout de suite ce qui va différencier un hedge fund. Donc, il y a des hedge funds qui sont effectivement très concentrés, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir un book, donc un portefeuille long qui va être grosso modo, on va dire, il y en a qui sont concentrés avec 10-12 titres, il y en a qui peuvent aller jusqu'à 100, 200, 300 titres. C'est le cas par exemple des portfolio managers chez Citadel, donc il y a une espèce de diversification. Le PM peut avoir grosso modo un coverage de 300 stocks, mais il en a 100 dans le portefeuille. Nous, on a à peu près une vingtaine de stocks en long et grosso modo, pour chaque titre long, on a 3 shorts. Sous-entendu, on a un book de short qui est beaucoup plus diversifié justement pour faire face effectivement avec le fait que le marché effectivement a une tendance à monter. Et donc, c'est là où c'est très important. Donc, on passe quasiment plus de temps finalement alors qu'on est beaucoup plus diversifié sur notre book de short parce que ça nécessite beaucoup plus de recherche. On ne peut pas se tromper entre guillemets. Et dans le cas où on se trompe, on ne veut pas perdre énormément. Surtout que quand on short, il y a cette notion où on va emprunter les titres. Et donc, à un moment donné, il y a l'effet ce qu'on appelle le short squeeze, c'est-à-dire que si, à un moment donné, le marché continue à monter, vous allez être squeeze. Et donc, plus le marché monte, plus ça vous coûte cher, en fait, d'emprunter les titres. Et donc, ça, c'est ça toute la différence avec le short. Je dirais que ça nécessite beaucoup plus de technicité. Et donc, ça veut dire que finalement, la question qui se pose, c'est comment vous allez sélectionner vos shorts. Et on pourrait effectivement se dire Nvidia est sur les plus hauts, on va aller shorter Nvidia par exemple, on va shorter des boîtes dans le secteur de la défense. Et moi je déconseille de faire ça puisque les boîtes qui ont une croissance assez forte, c'est très dur d'anticiper finalement quand il va y avoir une correction. En revanche, aller sur des sociétés par exemple qui sont des fraudes, je dirais que c'est plus intéressant.
aller sur des sociétés qui n'ont pas forcément des fortes croissances, qui ont des problèmes de marge, qui sont en déclin. C'est là, effectivement, je pense que c'est là où il y a on va dire, de l'alpha à créer sur les shorts. Moi, ce qui m'étonne dans cette stratégie, c'est que, enfin, vous l'avez dit, c'est quand même très dur de shorter avec efficacité parce que le marché peut monter et entraîner toutes les valeurs dans son sillage et ensuite vous êtes assez facilement squeezé. Est-ce que du coup, trop diversifier ses shorts, c'est pas un peu se garantir une perte assez significative là où, au contraire, se concentrer sur certaines fraudes, c'est très dur, je pense, de trouver 60 fraudes à moins que vous y arrivez, mais ça paraît quand même compliqué. Moi, j'aurais cru, au contraire, que ça aurait été l'inverse. Est-ce que cette base trop large de short vous draine pas trop votre performance? Alors là où on fait la performance, le PNL, il est généré généralement sur les longs. Sur les longs, ce qu'il y a, c'est qu'on n'utilise pas de leverage sur les shorts. Là, on va utiliser des leverages, ça va être sur des longs. Donc ça veut dire ce qu'on va appeler des longs compounders. Donc par exemple des boîtes qui vont avoir un revenu qui croît, on va dire à 10 plus, donc ça peut être 12% par exemple de croissance des revenus. Et là, effectivement, si vous avez une vraie conviction, par exemple, si aujourd'hui vous avez une vraie conviction qu'LVMH est capable de revenir sur un rythme de croissance comme il était dans le futur, c'est une hypothèse que je fais, effectivement, c'est intéressant et vous avez confiance. Et les critères que vous avez regardés, c'est la qualité du business, la qualité du management. Et ça, c'est ce qui est clé. Et donc, sur les shorts, effectivement, vous voulez une vue qui est un peu plus indépendante. Et cette diversification, effectivement, va vous prémunir d'une hausse de marché. Donc oui, ça vous draine parce que ça demande beaucoup de temps. Parfois, vous avez tort, mais parfois, nous, par exemple, on est assez spécialisé sur les IPO et les spin-offs. Les IPO, presque l'analyse qu'on a fait sur 175 IPO depuis 2010, grosso modo, il y en a à peu près une dizaine qui ont un prix qui est supérieur au prix d'introduction. Donc, ça veut dire que par essence, déjà, si j'ai un book avec un tiers qui est positionné sur des shorts IPO, déjà, vous voyez, en termes de probabilité, j'ai des chances que ça tombe. Et on le voit actuellement, il y a eu énormément d'IPO actuellement aux États-Unis, et on se rend compte que, elles sont survalorisées, et deux, on sent qu'il y a une pression vis-à-vis des fonds de private equity qui, effectivement, doivent vendre leur participation. Ça a été le cas récemment en Allemagne avec NIQ. Et effectivement, et on se rend compte que des boîtes arrivent avec une fébrilité au niveau des résultats qui sont parfois même pas positifs. Et ça, j'ai envie de dire, c'est du beurre parce qu'on sait très bien que sur 2-3 ans, potentiellement, la société peut baisser. C'est intéressant parce que donc vous êtes très spécialisé sur le marché des IPO et effectivement, j'ai l'impression relativement connu aujourd'hui que les IPO, je crois que c'est 18 mois après leur introduction en bourse, la performance moyenne est assez catastrophique. Pourquoi est-ce que il n'y a pas plus de gens qui en profitent du coup? Pourquoi est-ce que les IPO continuent à se faire à des valorisations trop élevées? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une espèce d'effet d'équilibrage mécanique qui se met en place? Alors, il y a plusieurs choses sur les IPO. Je pense que déjà, il y a eu beaucoup moins d'IPO ces 2-3 dernières années. Je pense qu'on arrive dans une nouvelle vague. En début d'année, je me rappelle quand je pitchais des investisseurs, notamment anglais, ils me disaient « Ah, mais le marché des IPO est mort. Ta stratégie, on n'y croit pas. » Et aujourd'hui, ils nous appellent tous en disant « Non, on est très intéressés parce qu'ils voient effectivement qu'on était avant dans la vague. » Et le point des IPO, donc quand j'ai été à la banque, je peux en parler, j'ai travaillé sur des IPO. Le sujet central, c'est que le banquier n'a pas de participation dans l'IPO, d'accord? Et le vendeur, donc par exemple, si c'est une famille ou généralement des fonds de private equity qui veulent sortir, évidemment qu'ils veulent le prix le plus haut. Et donc il y a un effet vicieux où on passe la patate chaude du coup au marché public. On a l'impression, enfin en tout cas c'est ce qui était expliqué à l'époque à la banque, on faisait toujours un phénomène qu'on appelle de dual track, donc c'est-à-dire que quand vous allez vendre une société, vous explorez pour le vendre sur le marché privé, donc pour le vendre à un autre acteur, ou vous pouvez potentiellement explorer une IPO. Et si vous avez une meilleure valorisation sur l'IPO et qu'il y a de demande et de l'appétit, vous allez le vendre. Et donc là où vous avez plusieurs stratégies sur les IPO, vous constatez généralement qu'il y a un pic le premier jour. Donc en moyenne, je dirais que c'est autour de 15-20% le pic par rapport au listing. Et donc après, les périodes effectivement qui sont assez intéressantes à regarder sur l'IPO, c'est quand vous avez des investisseurs institutionnels qui rentrent, qui du coup vont rester pendant 90 à 180 jours et donc ils vont avoir ce qu'on appelle un lock-up période, donc une barrière. Pendant cette période-là, ils vont pas pouvoir vendre. Et après, vous vous retrouvez du coup à mettre des hedge funds qui eux vont permettre d'apporter cette volatilité, à permettre de la liquidité. Ce qui veut dire que si la valorisation est trop haute au départ, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que quand le lock-up période arrive, les IPO, du coup, automatiquement baissent. Et donc, nous, en tant que fonds, ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne avant, on regarde les earnings. Et grosso modo, ce qui est extrêmement intéressant avec les IPO et pourquoi beaucoup n'y vont pas, c'est que c'est asymétrique.
C'est-à-dire que quand vous allez sur LVMH, vous avez 10, 20 ans d'historique. Quand vous allez sur une IPO, c'est binaire. Vous avez raison, vous avez tort. Parce qu'à l'instant zéro, quand une société arrive en IPO, bah, tout le monde a la même information. Donc, vous pouvez pas avoir une information privilégiée. L'expérience que vous avez, très bien, l'expérience du secteur, peut-être que vous avez rencontré le management avant, mais vous pouvez pas avoir un avantage concurrentiel sur les autres hedges, par exemple, ou les autres investisseurs, vous voyez. Donc, c'est ça que je trouvais extrêmement fascinant sur les IPO, c'est que tout le monde est au même niveau. Et du coup, c'est votre degré de recherche qui va créer votre alpha, votre edge, ce que vous allez aller chercher, qui va permettre de déterminer si vous avez pensé que oui ou non, la société a peut-être survendu, vous voyez. Quand elle arrive à un IPO, elle fait un pitch très vendeur, et dès qu'arrive la première publication de résultats, le premier quarter, ben vous vous rendez compte que déjà, elle ne matche pas. Et puis le deuxième, et puis le lock-up période, et boum, elle baisse. J'ai deux remarques à faire par rapport à ce que vous dites. C'est que j'ai l'impression que souvent, les entreprises assez malignement, avant de rentrer en bourse, vont essayer de faire le trimestre le plus tight possible pour avoir voilà, le niveau de marge le plus intéressant possible. Et ensuite, il y a un gros relâchement parce que l'enjeu, même pour l'entreprise elle-même, est un peu passé en termes de... Parce que voilà, elle lève des fonds pendant les l'IPO, ensuite elle lève plus rien, donc ou très peu, donc elle a moins d'enjeux. Mais aussi, une autre chose qui m'intéresse vis-à-vis de ça, c'est j'ai l'impression de plus en plus que le marché est un espèce de jeu d'exposition où les investisseurs particuliers ont pris une place de plus en plus importante et notamment au moment de l'IPO, donc tous les projecteurs vont être sur l'entreprise, et puis au bout de 18 mois, plus du tout. Et donc il y a une espèce d'effet de hype, entre guillemets, enfin, vous voyez, et qui se matérialise de plus en plus sur le marché. Est-ce que cet effet de hype rend pas à la fois des shorts plus simples et aussi des shorts beaucoup plus durs? Alors effectivement, on l'a vu aux États-Unis hein, sur certains cas. Je veux dire, je pense qu'on sous-estime la puissance qu'ont les investisseurs particuliers. Il y a aussi un regard, on voit vis-à-vis des jeunes, d'accord. Donc effectivement, ils sont très risque averses. Et je pense que ce qui a amplifié ce mouvement, c'est l'effet Bitcoin. Parce que tout le monde, les gens se sont dit, bah finalement, on peut gagner de l'argent aisément sur le marché, ça peut monter, il peut y avoir ce qu'on appelle des bull runs. Allons-y, allons nous positionner. Alors, il faut faire très attention parce que tôt ou tard, ça peut être encadré. Je veux dire, les particuliers qui sont en masse, si vous, par exemple, avec les hedge funds, vous coopérez avec un autre hedge fund, ça peut être une problématique. Donc, les particuliers, peut-être qu'un jour, ça peut être encadré. Dans le cas français, on n'a pas encore vu, en tout cas, ce phénomène comme aux États-Unis. Après, j'ai quand même l'impression que les particuliers français sont pas très risque averses quand on regarde les montants qui sont encore sur le livret A. Alors, je serais un peu d'accord avec vous. Et en même temps, si tu regardes les 10 plus grosses positions prises par les particuliers français, c'est Orpea et Atos qui arrivent en première et en deuxième position. Ouais. Et je crois qu'il y a même peut-être Casino qui doit être dans le top 5. Ouais. Ce qui fait qu'ils ont une espèce de tendance à acheter des boîtes, essayer de jouer le rebond, qui est, on en a parlé dans une interview, et qui est disproportionné par rapport à la viabilité de la stratégie. Ouais, alors effectivement, je connais bien le cas Orpea, puisque quand on a fait le contentieux, on a récupéré un certain nombre de particuliers. Donc, pour certains, je connais les montants et les enjeux dont ils ont perdu, ce qui est finalement assez significatif. Parfois, on se dit, dis donc, quand on regarde notre position et on voit la leur, pour certains, on se dit, c'est des particuliers, mais ils y vont quand même assez fort. Et je pense que il y a effectivement, je pense que c'est pas la meilleure stratégie de jouer les rebonds quand on est particulier, parce que notamment des cas de Orpea et Atos, c'est des cas de restructuration, c'est des cas complexes et on peut vite se perdre en fait. Donc on n'a pas toutes les informations, c'est ça mon point. À partir du moment où les créditeurs commencent à reprendre la main et il va y avoir une conversion de la dette en action, en equity. Si vous voulez, si vous ne faites pas partie du process, vous n'avez pas accès aux informations. Donc, je pense qu'en tout cas, c'est risqué pour les particuliers d'aller sur ces enjeux. Et comment vous faites maintenant pour, du coup, gérer ces enjeux de hype? Parce qu'on a vu que, notamment les fonds américains, il y a beaucoup de fonds actuellement qui shortent des boîtes comme Palantir, Nvidia, Reddit, beaucoup de boîtes comme ça, et qui se font défoncer par les particuliers qui short squeeze. Et il y a l'affaire très connue GameStop, qui a été un cas d'école dans ce cas-là. Et au contraire, on sent aussi qu'il y a des opportunités très importantes où le jour où Palantir dégonfle parce que la hype cesse ou GameStop, voilà, l'effet s'arrête, il y a une opportunité énorme. Est-ce que maintenant, parfois j'ai l'impression que le rôle des hedge funds, c'est presque de réussir à sentir l'engouement des particuliers et à l'exploiter plutôt que de faire quoi que ce soit d'autre, parce que le marché, entre guillemets, traditionnel est beaucoup moins volatile et peut-être avec des opportunités qui sont beaucoup moins fortes. Alors, il est vrai. Alors, je sais pas si les hedge funds utilisent les particuliers. Je pense que c'est quand on regarde historiquement, c'est eux par tendance qui ont tendance à arriver en fin de cycle. Donc je dirais que c'est plutôt un signal. On n'est pas là à dire je vais prendre l'avantage chez les particuliers qui sont des gens bêtes et je pense pas que ce soit vraiment le mindset, en tout cas de mon point de vue. C'est plutôt de dire quand vous êtes dans un hedge, ce qu'il y a, c'est que vous faites beaucoup plus d'analyse qu'un particulier.
Donc, si vous voulez, par exemple, je vous prends par exemple Nvidia. Le point central d'Nvidia, c'est de dire, par exemple, j'ai une boîte qui a une croissance à 30 ou 40%. Dès que vous avez ce qu'on appelle la seconde dérivée, c'est-à-dire dès que vous voyez la société qui va avoir une croissance qui va un peu infléchir, qui va passer de 30 à 20 ou de 20 à 10. Et si vous voulez, pour nous, c'est un signal, vous voyez, ou qu'on voit que, par exemple, il commence à y avoir trop de capex par rapport aux revenus, etc. Et donc, c'est ça. Et c'est très difficile. Ce qui est très difficile sur le short, c'est de trouver le point d'inflexion. Généralement, sur les shorts, vous vous rendez compte que vous avez raison trop tôt. Vous voyez, on a shorté une société aux États-Unis qui s'appelle Boot Barn il y a 2 semaines. La société, ça fait 6 mois qu'on la suit. Donc, on a déjà passé 2 quarters, 2 trimestres à attendre patiemment. Vous voyez qu'effectivement, ça commence à publier des mauvais résultats. Mais le trend, c'est comme par exemple sur Boise Cascade aux États-Unis, une société qui est spécialisée dans des charpentes. On a repéré le trend effectivement de short. On a passé 9 mois à attendre. Et on aurait shorté 9 mois avant, on se serait fait, comme vous l'expliquez très bien, il y a eu un engouement à un certain moment sur ce marché, on se serait fait squeeze. J'ai eu le même phénomène dans le secteur de la défense à un certain moment. Donc bon, c'était en début d'année et je m'attendais pas effectivement à ce que la Commission européenne soit aussi positive et qu'il y ait aussi d'événements positifs. Et à un certain moment, on est sorti très rapidement du marché, vous voyez. Donc le marché vous donne tort, il vous donne raison, mais le signal du particulier, oui, c'est quelque chose qu'on regarde, oui, c'est quelque chose qu'on traque, parce qu'aujourd'hui, on peut le traquer. Est-ce qu'on l'utilise et oui, c'est certain. Maintenant, il faut être vigilant. Ce qui a fait le rebond, par exemple, des marchés ces derniers mois, effectivement, après les tarifs, ce sont les particuliers. Et donc, on voit que les hedges sont un peu moins exposés. Donc, on a utilisé beaucoup moins de leviers. D'accord ? Nous, les premiers, on a réduit notre levier sur le fond en se disant qu'est-ce qui va se passer. Donc, faut être vigilant quand même. Faut être vigilant. Alors, vous parlez beaucoup de timing et c'est vrai que dans le short et même sur vos positions longues, c'est presque le point clé parce que si vous avez raison 2 ans trop tôt, vous allez juste tout perdre, c'est ça qui est malheureux. Il y a des fonds hedge funds, enfin, c'est même une stratégie, j'ai presque envie de dire principale, qui utilisent beaucoup la communication pour créer eux-mêmes l'événement. Vous avez des fonds qui shortent sur des valeurs, qui vont faire des gros dossiers ou en disant, je crois que ça avait été fait sur Worldline, ça a peut-être été fait sur, je me rappelle plus exactement des noms, mais il y a eu en France, c'est arrivé avec Casino, c'est arrivé avec, il y a différents fonds qui font à chaque fois des attaques et ils publient des gros dossiers à charge en disant on pense qu'il y a des irrégularités comptables, on pense que ceci, cela. Est-ce que vous n'avez pas eu envie justement de créer vous-même l'événement tant que possible ? Alors, effectivement, donc ça, c'est ce qu'on appelle effectivement des short sellers ou des short activistes. Et je dirais qu'il y a 2 catégories dans les fonds activistes. Il y a les fonds longs et il y a les fonds short. Donc, effectivement, si on reprend le cas de Moody Water, qui sont des gens très respectables et qui généralement font des analyses en profondeur, je dirais que c'est quand même sain d'avoir ce type d'acteurs sur le marché. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, parfois ils sont capables de faire une analyse sur Casino, par exemple. Ils ont démontré un certain nombre d'éléments, mais il y a eu aussi Solution 30, où je pense que j'étais un peu moins d'accord sur les points qu'ils avaient abordés. Il y a eu Worldline, mais il y en a eu d'autres. Mais le point, c'est de dire que ils amènent des éléments que ce qu'on appelle la street, que les brokers n'ont pas forcément vu ou que les financiers n'ont pas forcément vu. Le fait est qu'ils creusent beaucoup. Quand vous discutez avec les short sellers, pour en connaître un certain nombre, ils passent effectivement beaucoup de temps, ils font des analyses terrain, ils vont passer parfois 2, 3, 4, 5, 6 mois à faire une due diligence. Donc je dirais qu'il y a un retour de l'information qui est extrêmement important. Donc effectivement, ils créent eux-mêmes leur catalyste, leur événement, leur timing. Mais ce qui est risqué, si vous voulez, c'est que dans le short seller, c'est que c'est très mal vu. Je veux dire, Moody Water, par exemple, c'est pas, même s'il a eu raison sur un certain nombre de cas, et comme je dis, c'est des gens très respectables, effectivement, ont été très mal vus sur le marché français. Donc, en termes de communication, déjà, ça coûte énormément. Parce qu'il faut derrière, il faut mener une stratégie, une campagne marketing, d'accord, pour justifier que potentiellement vous avez raison. Et ça veut dire aussi que ces gens-là font que du short. C'est-à-dire qu'ils sont spécialisés sur le short selling. Et donc, on a vu effectivement, par exemple, Jim Canos qui, à un moment donné, a arrêté parce que les marchés, c'est très difficile de les battre quand vous êtes constamment un fonds short, d'accord ? Moody Water s'en sort plutôt très bien. Il y a d'autres fonds aussi qui s'en sortent, mais vous pouvez être aussi, on va dire, attaqué, parce qu'il faut bien comprendre que quand vous attaquez une société, en retour, elle vous attaque. Et notamment, en plus, quand vous êtes short, c'est très facile, en fait, juridiquement, de pouvoir prouver que vous avez voulu faire des manipulations de cours. À l'inverse, quand vous êtes un long activiste, vous êtes là pour créer de la valeur.
Donc nous, en tout cas, la politique qu'on a choisie chez White Light Capital, c'est qu'on préfère en tout cas être long activiste ou s'engager avec ce qui est assez nouveau puisqu'on combine l'activisme et ce qu'on va appeler la litigation, donc les contentieux. Et donc ça veut dire que sur le cas, par exemple, Orpea, on a préféré punir. Donc c'est-à-dire que on préfère punir les mauvais comportements des managers que capitaliser dessus. Ce qui ne veut pas dire qu'effectivement qu'on ne shorte pas. Mais ça veut dire qu'on ne va pas publiquement s'exposer sur des shorts. On a eu des cas où effectivement on a des idées en tête sur le marché français. On préfère effectivement collaborer avec des short-sellers. Sur Carrefour, par exemple, on nous a, entre guillemets, à tort, affilié le titre de short-seller, ce qui est faux. Effectivement, on a été short à un certain moment donné de Carrefour, mais on n'a jamais mené de campagne short. En revanche, c'est une campagne longue et on pourra l'aborder plus en détail, mais c'est là où effectivement, voilà. Donc c'est cette notion de soit je parie à la baisse, vous voyez, c'est pas tout à fait la même stratégie de comportement. Alors, je me rappelle juste pour le détail, il y a 1 an et demi, je crois, non peut-être même 2 ans maintenant, il y avait Gotham City Research. Je me rappelle plus de l'entreprise exactement de laquelle qu'ils avaient attaqué. C'est ça qui me pose problème. Mais j'avais quand même été choqué parce que c'était relativement un tout petit fonds. Je veux dire, je crois que a priori la personne était quasiment seule. Enfin, où c'était tout petit. Il avait lancé un rapport sur une entreprise et le fonds, l'action avait baissé. Je mettrai l'action au montage, le nom de l'action. L'action avait baissé de, je crois, 40% le jour même. Et donc, avec le levier qu'il avait probablement dû prendre, je veux dire, la rentabilité du capital investi doit être absolument pharaonique. Ça vous a jamais donné envie de, vous voyez, parce que comme ça a l'air quand même, efficace. Surtout que vous devez avoir quelques idées de boîtes sur lesquelles vous pourriez faire, quand vous parlez de fraude, on rentre assez facilement dans cette catégorie-là. Oui, mais c'est des dossiers qui se préparent, c'est toute une logistique. Je veux dire, ces fonds parfois ne réussissent pas. Hein. J'ai des cas en tête aux États-Unis, par exemple, qui ne fonctionnent pas. Shark Ninja, il y a comment ça s'appelle, il y a un short seller qui a essayé. Et bon, moi, j'ai regardé le dossier effectivement à un certain moment pour me positionner short. Je pense foncièrement que le short seller a raison, mais le marché jusqu'ici ne lui donne pas raison. Donc, si vous voulez, ce qui est très difficile avec le short, notamment les short sellers, c'est que vous allez devoir garder votre position très longtemps avec du risque, avec du levier. Et puis, vous avez aussi l'aspect réputationnel. C'est-à-dire que le marché peut vous donner raison parce que qu'est-ce qui se passe? Le short seller, pourquoi il arrive très rapidement à faire baisser, on va dire, le titre? Parce qu'il apporte une information au marché. Et ce qui est dit dans le marché, c'est que dès qu'une information arrive, on préfère vendre et on réfléchit après parce qu'on peut toujours acheter au pire des cas. Mais du coup, quand on attaque notamment les comptes, quand il y a des fraudes, on laisse toujours le bénéfice du doute. Vous voyez, et c'est ça qui est plutôt positif à son avantage. Mais encore une fois, l'aspect réputationnel, il est lourd à supporter. Et c'est ce que je vous expliquais de manière implicite, mais je peux aller un cran plus loin. Quand vous attaquez une société, la société vous attaque. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser de l'intelligence économique, vous pouvez utiliser des informations qui vous sont à votre avantage. Ça, c'est ce que certains hedge funds font et on n'a pas honte de le dire. Mais en l'occurrence, la société peut faire la même chose. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que on peut venir, par exemple, je sais pas, vous faire une cyberattaque. On a subi une cyberattaque cette année. Pour ça, à mon avis, sur certains dossiers, effectivement, sur lesquels nous avons été. Donc, vous voyez, il faut se protéger. Vous voyez, faut pas croire que quand vous faites de l'activisme, c'est un monde de bisounours. Et quand vous attaquez les gens, encore une fois, ils mettent des parades. Vous voyez, je pense qu'il y a une certaine mystique autour des hedge funds et peut-être que les gens s'attendent à des performances qui sont assez déconnectées de la réalité. Vous, c'est quoi ce que vous essayez de viser comme performance moyenne et dans le secteur, vous estimeriez la performance réelle moyenne à peu près combien? Je dirais que les performances dépendent principalement des stratégies et du risque que vous allez employer. Alors évidemment, il y a les cycles de marché, etc., etc. Si vous allez demain lever des capitaux et pitcher un fonds pour, grosso modo, faire une rentabilité à 10%, ça va être très difficile. Bon, peut-être qu'en France, ça convient à un certain nombre d'acteurs, mais à 10%, ça veut dire que vous avez beaucoup de concurrents qui sont finalement autour de vous. Quand on regarde en moyenne les fonds qui sont effectivement assez efficients, ce qui est important, c'est de dégager des revenus qui sont similaires aux fonds de private equity. Et c'est comme ça que Citadel et Point72 et d'autres, ce qu'on appelle les pod modèles, se sont structurés. C'est de dire, les fonds de private equity sont capables en moyenne de générer entre 12 à 15% par an. Donc là, effectivement, c'est de moins en moins le cas. Et on voit que pour la première fois, effectivement, le dernier quarter, on a eu une réallocation sur les hedge funds.
Mais ça fait des années où du coup comment ça s'appelle, les gestionnaires de fonds préféraient mettre leurs capitaux chez les fonds de private equity. Pourquoi? Parce que vous avez des rendements qui sont lissés. Historiquement, le hedge fund, la difficulté qu'ont les investisseurs, c'est qu'en fait c'est très volatile. Vous pouvez faire une année à 20, 30, 40, il y en a qui arrivent de faire des années à 50, voire 100 ou 100% et plus. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est très difficile de tenir dans la durée. Donc, en moyenne, c'est effectivement ce qu'on essaie de générer, c'est 15 à 20%. C'est effectivement ce qui est demandé. Donc, pour les atteindre, effectivement, c'est là où vous allez utiliser, on va dire, du levier. Donc, vous allez utiliser du levier. Comme je disais, il faut aussi mettre le risque qui va avec. Donc, vous allez devoir gérer votre risque. Et c'est pour ça qu'en fait, on fait du short. C'est parce que ça veut dire que du coup, vous allez pouvoir utiliser du levier. Donc, je sais pas, moi, vous avez 100 de capitaux, vous allez pouvoir utiliser 120. Vous allez emprunter 20 à la banque. D'accord? Votre broker va vous donner 20 en leverage. Et derrière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez shorter grosso modo 50. Ce qui veut dire qu'en fait, en exposition, vous allez être à 70. D'accord? Et donc, c'est l'exposition nette qui est très importante. Et c'est ça qui va vous permettre de générer des capitaux supplémentaires. Et donc, dans les gros hedge funds, c'est poussé à l'extrême dans les modèles, effectivement, comme je disais, Citadel, 0.72. Pourquoi? Parce qu'ils sont market neutral. C'est-à-dire que le point central que vous allez avoir, c'est de se dire, moi, je mise sur la qualité intrinsèque de la société et je veux complètement externaliser mon risque de marché. C'est-à-dire que mon bêta, je veux qu'il soit égal à 0. Et donc là, c'est ce qu'on appelle un système de risque qui est en place, qu'on appelle les facteurs modèles. Donc, c'est un système aussi qu'on commence à mettre en place chez White Light, effectivement, où, grosso modo, parfois, on prend des shorts pour couvrir notre portefeuille. Par exemple, quand les tarifs arrivent, on prend des shorts pour diversifier notre portefeuille et pour se prémunir de ce fameux bêta. Donc ça, ces fameux facteurs modèles, par exemple, c'est quelque chose qui, je peux me tromper, mais est très peu utilisé sur la place de Paris. Vous voyez, c'est un modèle qui est très commun aux États-Unis. Est-ce que pour des investisseurs particuliers, ça serait pas quand même intéressant si un fonds, et c'est là la difficulté, mais si un fonds pouvait réussir à faire ne serait-ce que 3 ou 4% en risque neutral, d'investir dedans pour une partie de ses capitaux pour se prémunir d'un risque de marché, d'autant plus quand les marchés sont perçus par beaucoup comme étant à des niveaux assez importants. Ben, je pense que surtout, ce qui est important dans le hedge fund, c'est que vous êtes là pour protéger les capitaux. Et encore une fois, le long only, j'aimerais savoir les performances des long only quand il y a eu les tarifs. Les long only, ils ont, à mon avis, beaucoup souffert, vous voyez. Alors que tout de suite, puisque vous avez vos positions short, si vous regardez à certains moments, vous regardez les performances des hedge funds sur les quarters quand il y a eu l'annonce des tarifs avec Donald Trump, puisque vous avez des positions short, automatiquement, si le marché baisse de 15 ou 20%, vous êtes peut-être à -5, -3, vous voyez. Donc, vous avez cette chance d'être couvert. Et c'est ça toute la difficulté, c'est qu'à un moment donné, il faut regarder sur la durée quand on regarde les performances. Et il y a des gens qui font du long only qui sont absolument performants, même en France, attention, hein, qui se positionnent sur du marché small et mid. Mais bon, c'est des marchés qui ont été très difficiles, par exemple, ces dernières années, où il faut être un excellent stock picker. Donc, je dirais que c'est quand même difficile. Enfin, en tout cas, à mon... J'avais vu des études sur la performance moyenne des hedge funds et tout de même, la performance moyenne sur vraiment tout sur la durée était pas... elle était quand même assez basse. Et il apparaissait de manière assez évidente qu'il est quand même très très dur de faire ne serait-ce que 6 à 7% par an en risque neutral. Est-ce que la promesse que vous devez vendre à vos investisseurs de faire 15 ou 20, c'est pas un peu irréaliste par rapport à l'état du marché? Tout dépend les stratégies que vous mettez en place. Encore une fois, effectivement, si vous êtes simplement passif, entre guillemets, et que vous investissez, c'est tout de suite plus difficile. Si vous arrivez à repérer les bons catalystes, si vous arrivez à être un peu activiste, si vous arrivez à être un peu actif et que vous passez du temps sur la recherche, je dis absolument pas que c'est facile. Attention, hein, battre le marché, c'est très dur. Et beaucoup de gérants le confirmeront. Ce qui est important, c'est en fait votre probabilité de succès sur chaque trade. En moyenne, sur chaque trade, on a un système de critères et j'ai les performances à l'appui. Hein. Notre book short, on est très rentable, ce qui est assez rare. Généralement, dans les long shorts, le book short n'est pas fait pour être rentable, il est là pour protéger les capitaux. Donc, on arrive jusque-là à être profitable sur les shorts. Et effectivement, sur les longs, on prend des profits. C'est-à-dire que dès qu'une société a fait 20%, on a fait 20% de performance sur un titre, on prend nos bénéfices. Après, il y a un autre point ici, il faut regarder, c'est que la beauté, en tout cas le mandat que nous on a en tant que hedge fund, je peux investir où je veux.
C'est-à-dire que quand vous êtes un asset manager franco-français et que vous êtes investi, je sais pas, je les prends, ou je vais peut-être pas citer de nom, mais vous êtes chez un long only et qu'il est limité à son mandat à investir en France, bah, vous regardez juste la performance du S&P, regardez la performance du CAC. C'est très difficile en France. Et en France, il y a effectivement cette volonté de recevoir des dividendes, les gens n'aiment pas trop le risque, etc. Aux États-Unis, par exemple, c'est une culture complètement différente où nous, ce qu'on regarde normalement, c'est les buybacks. On a un système DI sur les buybacks et on adore investir dans les sociétés qui font du buyback. Vous voyez? Donc, faut aller chercher la performance là où elle est. Et d'une année, en tout cas, la manière dont nous on se positionne, c'est que généralement, quand on fait notre process d'investissement est assez simple, c'est-à-dire que on regarde les grands thèmes. Donc les thèmes généraux que vous allez avoir 2 fois l'année, vous avez les brokers qui publient on va dire des notes assez étoffées sur qu'est-ce qui se passe, qu'on appelle les outlooks. On regarde les outlooks, on regarde les thèmes et on se positionne sur des thèmes. C'est-à-dire que les thèmes, on va les rider pendant 1, 2, 3 ans max. On ne garde pas des titres. Ça m'arrive très rarement d'avoir encore des titres dans le portefeuille que je gère depuis 5-10 ans. Vous voyez. Ce qui m'intéresse, c'est j'ai un turnover qui est assez important dans mon portefeuille. Et si un titre ne veut pas monter, je préfère m'en séparer, vous voyez. Mais en tout cas, je ne vais pas me positionner sur un titre. Quand je fais mon analyse, la première chose que je regarde, c'est je me dis, une fois que j'ai bien on va dire, peaufiné pour comprendre quel est mon bénéfice par action, mon multiple, et là, je me dis, il faut minimum qu'il me rapporte 20% par an le titre. Si le titre ne me rapporte pas 20% par an, je préfère sortir. Et donc, la manière dont mon portefeuille est construit, c'est-à-dire que il y a trois catégories. La première catégorie, c'est des titres où je vais les détenir en moyenne, on va dire 12, 24, voire 36 mois. Il y a des titres que je vais détenir à 6 mois plus et il y en a où je vais les détenir 0 à 6 mois. Donc, par exemple, si je veux jouer les earnings, je veux jouer un catalyse précis, ça, c'est ce que j'appelle plutôt du trading. D'accord? Mais du coup, j'ai un portefeuille qui est diversifié. C'est-à-dire que quand, par exemple, actuellement, si, par exemple, on est sur, par exemple, Rémi Cointreau, on est aussi sur LVMH, on sait que c'est des trades de fonds qui vont prendre du temps à se remettre. Vous voyez, ce qu'on appelle des reversals. Nestlé, par exemple, a été le cas aussi. Donc, c'est des trades qui prennent du temps. Et en revanche, ce qu'on aime jouer, c'est des catalystes assez courts. Donc, on peut générer du PNL à court terme. Et ce PNL à court terme nous permet en fait d'investir sur des investissements à plus long terme. Donc, en fait, on diminue notre risque. Est-ce que vous avez, en plus de vos analyses très axées sur les entreprises, une analyse macroéconomique du contexte? Est-ce que vous adaptez le portefeuille en fonction du contexte macroéconomique? On va regarder les grands thèmes. Moi, je suis plutôt un grand ferveur de Peter Lynch qui disait qu'effectivement, passer 10 minutes sur la macroéconomie, c'était déjà trop. Je dirais qu'il y a des fonds macro qui savent faire ça très bien. Maîtriser la macroéconomie, c'est un job à temps plein. Il n'empêche qu'effectivement, on suit des gens comme Christophe Barrault, on suit des économistes américains. Je veux dire, il y en a quelques-uns effectivement que je suis. Mais je fais pas de trade macro. Aller me positionner sur l'euro-dollar ou des choses comme ça, c'est pas ce que je sais faire en tout cas. Donc la macro, on la regarde d'un point de vue global. Surtout, ce qu'on regarde, c'est les démographies dans chaque pays. Par exemple, si vous l'avez positionné sur le marché indien ou vous voyez un nouveau thème aller jouer sur le marché indien, il faut regarder, vous voyez, un peu la macro, qu'est-ce qui s'y passe, etc. Vous pouvez regarder par exemple sur la Chine, c'est des choses qu'on regarde un petit peu, des chiffres macroéconomiques en fonction des secteurs. En Chine, par exemple, vous avez le secteur du café qui a explosé. Donc la question, c'est grosso modo, d'accord, le secteur du café, c'est intéressant. Combien les gens vont consommer de café par jour versus du thé, etc. Donc voilà ce qu'on regarde, mais on n'est pas un fonds macro. Ouais. Souvent, les hedge funds vont essayer d'être assez créatifs dans leur recherche d'informations pour essayer d'avoir un edge informationnel sur le marché. Et notamment, on voit des hedge funds qui payent des bases de données de trafic Internet très avancées pour pouvoir mieux comprendre comment évoluent les entreprises Internet. On voit des boîtes parfois qui utilisent des données satellites pour essayer de suivre du trafic routier ou maritime. Est-ce que vous avez mis en place des stratégies pour essayer d'avoir un edge informationnel en allant chercher des données qui sont peut-être moins suivies par des fonds traditionnels? Alors, de manière globale, effectivement, aujourd'hui, il faut comprendre que les gros hedges peuvent se permettre effectivement de payer du satellite, payer de la data. La question, c'est est-ce que finalement ça devient un hedge puisque tout le monde a accès au crédit card, utilise les satellites pour savoir effectivement les stockages à Cochin, donc pour le pétrole, savoir en fonction d'où est le plafond, on va dire est-ce qu'ils sont pleins, est-ce qu'ils sont creux, etc. Donc, si vous voulez, je crois pas que ce soit vraiment je crois que le hedge, il est plus, comment dire, on peut encore l'utiliser, mais encore une fois, quand vos concurrents l'ont aussi,
ben, si vous voulez, ça devient plus vraiment totalement un hedge à 100%, petit 1. En tout cas, un avantage. Petit 2, effectivement, on peut être ce que j'appelle smart street et il n'y a pas besoin, il suffit d'utiliser un Google Alert parfois. Je me rappelle cette société aux États-Unis où on a été short de Winnebago, qui fait une société qui fait des camping-cars, un concurrent entre guillemets de Trigano, hein. Et effectivement, tous les mois, on scrapait sur Google, la data, effectivement, des recherches, voilà, camping-car, etc. Donc, on a mis en place un système. Et après, ce qu'on fait, donc, on regarde la corrélation qu'il y a effectivement entre les changements de quarter, notamment les volumes et les recherches Google. Et ça fonctionne plutôt bien. On a fait exactement la même chose avec Boot Barn, où on est actuellement short sur comment ça s'appelle. Donc, c'est plutôt des bots un peu de cow-boy. C'est un grand trend actuellement aux États-Unis. On pense que ce trend-là va s'arrêter. Et on voit que les recherches Google commencent à chuter. Et ce qui est très intéressant, donc il y a ça. On traque aussi, par exemple, les changements, comme on investit beaucoup sur les spin-offs aussi. Donc, les spin-offs, c'est une séparation d'une société. Et la conclusion de ça, c'est que sur les spin-offs, vous avez des insiders qui vont vendre en fait des participations au départ quand la société fait son spin. Et donc ça, oui, on a par exemple sur les 13D américains, on collecte de la data. Aujourd'hui, ce qui est la beauté de l'intelligence artificielle là-dessus, c'est quand vous êtes capable de faire l'automatisation avec des N8N ou des automatisations d'IA, vous pouvez en fait, autrefois, du coup, on avait quelqu'un qui s'en occupait. Maintenant, vous pouvez quasiment automatiser ça. Et donc ça, c'est une beauté. L'autre information que vous avez, et qui parfois on fantasme sur toutes ces datas, mais c'est aussi assez simple, c'est regarder aussi dans le 13D. Donc le 13D, c'est on va dire les positions des hedge funds qui sont publiées tous les quarters. Des fois, vous regardez ce que font les fonds et vous faites du copycat. C'est-à-dire que ça semble tout bête, mais si Druckenmiller fait ou George Soros prend une position sur une société ou d'autres qui sont respectés, vous pouvez vous poser la question légitimement, qu'est-ce que lui voit, tiens, qui serait intéressant de regarder. Et donc, bon, les gens adorent Warren Buffett. Hein, c'est quand vous regardez Warren Buffett, dès qu'il rentre dans une société, le titre prend vite 10 à 20%. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, parfois, il y a des choses assez malignes, mais je crois surtout que maintenant, l'avantage, et c'est là où je pense que beaucoup de hedge font pas l'effort, c'est de descendre sur le terrain. Vous voyez, c'est de passer du temps sur le terrain. Et alors, dans le small et le mid cap, c'est des choses qui sont assez connues. Dans les large cap, bon, effectivement, on rencontre le management. Mais moi, sur Rémi Cointreau, par exemple, j'ai été dans le cognac, j'ai été jusqu'à voir ceux qui font, comment ça s'appelle, qui produisent de l'eau de vie, vous voyez. J'ai discuté avec des gens, donc j'ai essayé de comprendre la chaîne de valeur. Donc, je sais pas, sur le stock, on a dû passer plus d'une centaine d'heures, très honnêtement. Mais à un moment donné, je me suis dit, mon edge, un jour, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est les stocks. C'est-à-dire que la valeur du cognac, coûte que coûte, elle va pas baisser. Donc le titre, à un moment donné, vous essayez de plus ou moins de reconstituer la valeur des stocks, sachant que ce qui fait la valorisation de la société, c'est la valeur du cognac, du litre de cognac. Ça, c'est très secret. Vous pouvez discuter avec des anciens qui ont été chez Rémi Cointreau, NC, etc. Ils signent des accords de confidentialité, donc ils peuvent pas le partager pour effectivement ne pas donner le prix du cognac. Donc je pense que le vrai edge, en fait, là où il est, pour moi en tout cas, hein, c'est de descendre sur le terrain et de discuter avec les gens. Mais quand je dis discuter avec des gens, c'est vous allez voir Madame Michu qui a la chaîne de production, elle vous apportera finalement plus d'informations que le CEO. Parce que le CEO, il va toujours vendre sa société. C'est pour ça que quand vous êtes short, vous préférez en fait passer par le terrain plutôt que discuter avec les managers, parce que les managers, ils sont là pour vendre leur société finalement. Alors maintenant, on va parler de votre autre activité qui est donc l'activisme actionnarial. Et ma première question, c'est est-ce que c'est pas un peu arrogant de votre part d'aller vous attaquer à un groupe aussi gros que Carrefour, pour vous qui êtes un hedge fund avec des moyens pas non plus infinis? Et surtout, est-ce que c'est pas un peu une perte de temps? Est-ce que vous n'allez pas investir beaucoup de temps pour bouger un management qui est quand même assez statique, le tout pour faire une performance qui va pas être Carrefour va peut-être pas faire x2 quand même dans les 18 prochains mois. Est-ce que ça vous paraît pas de l'énergie mal investie? Alors, quand on est activiste, je dirais qu'il faut peut-être remonter un petit peu en amont. Qu'est-ce que l'activisme? Quand on est actionnaire activiste, effectivement, on a une vraie vocation de faire changer les choses. Donc, effectivement, on peut le voir d'un point de vue purement spéculatif, à savoir une notion de rendement. On peut le voir aussi d'un point de vue en fait social. Et je pense que la motivation première qu'on a eue sur Carrefour, c'est de voir des gens qui souffraient depuis des années. Je veux dire, je suis passé sur BFM Business en 2017 pour déjà soulever les problèmes de Carrefour, avant que Jérôme Colombel
fasse la sortie de son livre pour déjà alerter le fait que Carrefour pouvait être une cible activiste. Depuis le 2017, il s'avère que le titre a perdu plus de 40%. Donc à un certain moment, si vous voulez, quand vous êtes activiste, c'est effectivement, quand vous l'avez évoqué, vous pouvez être un simple Karl Icahn. Je crois que sur le réseau, on l'a dit, j'étais un Karl Icahn ou un Daniel Loeb en utilisant des techniques, je ne sais quoi. Non, il y a une vraie vocation sociale. Toutes les campagnes activistes qu'on a fait actuellement, à savoir Orpea et Carrefour, il y a un angle social. Et là où autrefois, vous avez des fonds activistes qui ont essayé, comme Bluebell Capital, d'être ESG, donc en fait, quand les activistes jouaient sur la gouvernance pour essayer de remplacer la gouvernance, il y en a certains qui ont essayé sur l'environnement, ça n'a pas forcément, notamment Bluebell avec le cas Glencore où ça a été nulle part, mais sur l'angle social, il est quand même important. Et que vous le vouliez ou que vous voyez ou non, il n'y a pas que nous qui effectivement s'intéressons au cas de Carrefour, puisque Bercy s'est intéressé et effectivement a remis en évidence qu'il y avait des problèmes. Donc c'est le premier point. Le second point, c'est de se dire oui, effectivement, on n'a pas la taille d'Elliott, c'est une certitude, en tout cas pas encore. Ça prendra du temps, mais la question centrale, c'est qui est avec nous. Et c'est là où vous pouvez être un petit hedge fund et finalement avoir des acteurs qui sont à côté de vous, puisqu'on a investi, la manière dont on a investi dans Carrefour, c'est qu'on a créé un SPV qui est séparé, qui ne s'appelle pas White Light, et on a des investisseurs à l'intérieur. Et donc, quand vous faites une action activiste, faut bien comprendre qu'on ne se lance pas à attaquer une société du CAC 40 si vous n'avez pas des soutiens. Donc, la question peut-être que les gens devraient se poser, c'est qui potentiellement des gens du board sont avec eux, qui potentiellement des investisseurs sont avec eux, ou qui potentiellement des concurrents sont avec eux. Vous voyez ? Et donc, vous avez ce soutien où effectivement, White Light en tant que tel, on a des capitaux à l'intérieur, mais on a surtout des investisseurs à travers ce SPV qui sont convaincus qu'il est nécessaire de faire des changements sur Carrefour. Et le fait de mettre ça à travers un véhicule séparé vous permet de lever des capitaux, d'accord, et vous permet d'agir en unité sur Carrefour, sur une entité bien précise. Alors, c'est vrai que pour rappeler le concept d'activisme, donc c'est vous allez essayer de monter au capital pour faire changer la gouvernance ou au moins essayer d'orienter la gouvernance vers une direction qui vous plaît plus. C'est quoi la direction que vous aimeriez voir Carrefour emprunter ? Alors, je ne sais pas si c'est une direction qu'on n'aimerait plus. Je pense que le point central, c'est que à un moment donné, il faut regarder la création de valeur. Je pense que c'est ça qui est important. Quand vous êtes actionnaire, ce que vous regardez majoritairement, c'est est-ce que la société crée de la valeur ou détruit de la valeur, d'accord ? Donc, l'écosystème, la manière dont il est organisé, il est à savoir que vous avez des fournisseurs de capitaux, donc qui sont les actionnaires et ceux qui détiennent la dette, donc les banques, d'accord, qui vont apporter les capitaux. Les managers de la société sont censés les investir et apporter un retour sur investissement. Bon, sur le cas Carrefour, ce qui est ennuyant, c'est que depuis des années, effectivement, déjà, on a une destruction de valeur depuis 2017, mais encore bien avant, d'accord ? Mais depuis 2017, donc, qui a été l'arrivée d'Alexandre Bompard, effectivement, on a une destruction de valeur de 40%. Et quand on creuse plus en détail, on se rend compte qu'effectivement, il y a un problème opérationnel entre les managers et les franchisés. Et donc, il y a un espèce de conflit qui se crée. Le problème, c'est que ce conflit, il n'est pas positif parce que le temps, effectivement, que les équipes de Carrefour passent à gérer ce conflit ou passent à répondre à Bercy, ils ne le passent pas sur autre chose. Et donc, on a quand même l'impression qu'il y a une sorte de distraction de plus en plus parce que Carrefour a un certain nombre de procès derrière eux, légitimes, me semble-t-il, pour certains, qui fait que le management est distrait de ses activités et ne focalise pas sur la performance. Et donc, à un certain moment, là où j'ai du mal à comprendre effectivement comment un board, et ça a été il y a quelques semaines renouvelé, le mandat d'Alexandre Bompard est renouvelé avant l'Assemblée Générale qui est censée être l'année prochaine, comment un board peut renouveler un CEO, où ça veut dire qu'il n'a pas d'autre alternative, ce qui est potentiellement le cas, mais comment on peut renouveler quelqu'un qui ne génère pas de la performance pour les actionnaires. Voilà. Et donc, à un certain moment, c'est là où, en France, vous avez un espèce de système qui... la raison pour laquelle les fonds activistes viennent de moins en moins en France, il y a moins en moins d'activistes, c'est parce que c'est un espèce de club, tout comme en Italie, où finalement les gens qui sont au board sont-ils compétents pour l'être ? Je rappelle qu'à un moment donné, au board d'une société française, vous aviez une dame qui était effectivement maîtresse d'école. Donc quand on regarde les caractéristiques du monde du board, quand on regarde leur indépendance, critère numéro 1, le board, il est censé là pour représenter l'intérêt des investisseurs. Il n'est pas là pour copiner avec le management. Il s'avère dans le cas présent,
je suis navré de le dire, mais il y a quand même une forme de copinage, il n'y a pas aussi d'indépendance. Et ça crée un certain nombre de sujets. Un, pour les actionnaires, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'angle social. Parce que là, vous avez un problème aussi avec les franchisés, d'accord? Et on se rend compte que tout ça a été écrit et a bien été matérialisé, vous voyez. Donc, ce qui nous intéresse dans effectivement faire bouger les lignes, c'est la performance, certes, mais avoir un impact positif. Et on pourra parler du cas Orpea, qui, je pense, est aussi... Et pour rester une minute sur Carrefour, vous avez quel horizon de temps? Parce que c'est vrai que comme vous le dites, tout paraît assez verrouillé. Là, visiblement, le mandat a été renouvelé et la situation évolue difficilement. Quel est votre horizon? Vous imaginez rester potentiellement 10 ans dans l'entreprise s'il faut, ou au bout d'un moment vous allez passer à autre chose si vous avez l'impression que rien ne change et que vous pouvez rien changer? Alors, je dirais que déjà, il y a des choses qui ont changé. Je pense qu'on a alerté, on a quand même, malgré ce qu'on peut dire, on a été écouté de la part des proxy advisors, des analystes financiers de la place de Londres. Donc, les gens regardent. Ça prend souvent plus de temps qu'on l'imagine. Donc, effectivement, la presse, elle, aime écrire, évidemment. Mais le changement prend du temps. Je rappelle que dans Carrefour, on est rentré au mois de mars, hein. Ça fait même pas un an qu'on y est. Je rappelle que effectivement, malgré le fait qu'Alexandre Bompard, son mandat a été renouvelé, son salaire a été voté qu'à 60%, ce qui est le plus bas, ce qui était la rémunération, en tout cas l'approbation la plus basse au niveau du CAC 40, ce qui envoie un signal fort vis-à-vis des actionnaires. Donc on restera. Après, je pense qu'effectivement, le manager qui serait nécessaire pour cette société, c'est quelqu'un qui a des capacités pour faire ce qu'on appelle un turnaround, pour remettre sur pied cette société. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'actuellement, le CEO qui est en place a plutôt été un deal maker, quelqu'un qui a essayé de marier Carrefour à plusieurs reprises, hein, et ça n'a jamais été. Bon, le fait est que s'il finit par y arriver, l'action très rapidement va. Je rappelle que la dernière offre qui avait été faite était autour de 20 ou 22. Si c'est le cas, je récupère mes billes, bien plus que ce que j'ai investi au départ. Vous voyez. Donc ça, c'est le premier catalyste. Après, effectivement, on a une stratégie de long terme qui est en place, et on verra ce qui se passe au fil du temps. Et alors l'autre cas qui est pas exactement, je dirais, l'investissement classique que vont faire, et encore, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un investissement, mais enfin, la démarche classique que font des fonds activistes, c'est vous avez organisé une attaque contre l'ancien management d'Orpea, avec, je crois que c'est à peu près 1000 investisseurs ou dans ces eaux-là. 1200, oui. 1200, pour essayer de récupérer de l'argent qui a été perdu avec cette faillite boursière très connue. Pourquoi est-ce qu'un hedge fund va se lancer dans une action de cet ordre légal? Est-ce que c'est pas un cas un peu unique? Alors, je dirais que c'est ce qui fait notre avantage chez White Light, c'est qu'on aime transformer les situations complexes et les monétiser. D'accord. Le cas des IPO, on l'a évoqué, c'est difficile, les spin-offs. Et le cas, effectivement, des contentieux, je pense qu'on est unique en ce domaine. Il n'y a personne jusqu'à présent qui avait réfléchi à l'idée de se dire, est-ce qu'on peut pas mettre du contentieux et de l'activiste en commun? Et donc, c'est pour ça que nos LPs apprécient notre nouveau challenge. Et en tout cas, notre avantage concurrentiel, c'est parce qu'on est capable de mixer les deux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'historiquement, vous aviez des contentieux. On se rend compte qu'en fait, très rapidement, dès qu'il faut faire des contentieux, les investisseurs ont peur. Ils veulent pas y aller. D'accord? Dès qu'on passe sur du droit, ils sont perdus. Et nous, on s'est plutôt dit, c'est intéressant. On utilise la voie juridique. Et si vous regardez la voie juridique, c'est comme une option binaire. Vous avez raison, vous avez tort. D'accord? Vous travaillez avec des avocats. Et la question, c'est de vous dire, moi, en tout cas, ce qui me posait problème, c'est de se dire, mais le particulier qui a tout perdu. Imaginez, vous êtes un particulier, vous avez investi dans un fonds qui a un long only, d'accord, un asset manager traditionnel de la place de Paris. Il a tout perdu sur l'affaire Orpea. Mais il devrait se poser des questions. Il est là pour défendre, sans être activiste, il est là pour défendre les capitaux de son client. Vous voyez, l'intérêt de son client. Et ce qui veut dire que si vous n'avez pas un fonds activiste qui veut mouiller le maillot, qui veut se mettre sur la voie de la presse, en fait, les particuliers sont lésés. Mais les fonds eux-mêmes sont lésés, vous voyez. Sauf que le problème, quand vous dites ça, c'est que c'est toute l'économie globale du pays qui est lésée. Parce que Madame Michu, qui a perdu 100, d'accord, elle va pas récupérer ses 100, alors que c'est quelques petits individus qui se sont mal comportés et qui finalement ont fait perdre de l'argent. Et donc ces 100 qu'elle a perdu, demain, elle va pas réinvestir dans l'économie réelle. On a un vrai problème actuellement dans ce pays qui est comment on va équilibrer le budget. D'accord? C'est pas nouveau, hein, c'est pas moi qui le dis, et sans faire de politique. Ce qu'il faut, c'est arriver
comme d'une certaine manière aux États-Unis, en Suisse, à faire investir de plus en plus les particuliers dans le marché français, d'accord, à supporter nos pépites françaises. Regardez le matraquage qu'il y a eu sur les small et mid cap ces dernières années. On a des entreprises avec des technologies extraordinaires. Le problème, c'est quoi? Si vous regardez sur 5 à 10 ans, et notre philosophie, elle va très loin, c'est de se dire, on a raté l'IA, on l'a complètement raté. Alors, vous pourrez me rétorquer qu'il y a quelques sociétés, certes. Il y a Mistral. Ouais, non, et c'est très honorable, ils font des choses extraordinaires, et je suis très admiratif, attention. Mais quand vous regardez, on a l'IA, il y a par Mistral, on a tout raté. Qu'est-ce qu'on a raté? On a raté le Covid. Excusez-moi, on a les meilleures sociétés en France, on n'a pas réussi à faire un vaccin. D'accord? Et donc, toutes ces révolutions-là, vous voyez, petit à petit, et pourtant, on a créé la French Tech. Les French Tech, qui était quand même censé être une initiative extraordinaire pour dire, on va mettre des startups en place. Alors oui, c'est vrai que, je veux dire, des gens comme Emmanuel Macron, Xavier Niel ont fait des choses extraordinaires pour lancer des startups, et c'est tout à leur honneur. Et après, vous avez les large caps qui sont financées, vous voyez, elles vont attirer des capitaux extérieurs. Et au milieu, vous avez un ventre mou qui est les small et mid cap. Et du coup, notre philosophie, c'était de se dire, eh bien, si les gens se comportent mal, comme des cas d'Orpea, comme cas d'autres, maintenant, et on n'hésitera pas à le faire, on a d'autres dossiers en tête et on est sollicité pour les investisseurs, on représente l'intérêt des investisseurs de manière globale. Donc, c'est comme, entre guillemets, une sorte de campagne activiste, sauf qu'on ne va pas, entre guillemets, influer, on va dire, le prix de l'action, mais on va essayer de convaincre les investisseurs, le plus grand nombre d'investisseurs, pour aller effectivement faire une demande en réparation devant le tribunal pour dire, bah, écoutez, voilà, les managers sont responsables. Et je pense que la vraie difficulté que nous avons aujourd'hui, on pourrait évoquer le cas de Carrefour, est-ce que finalement les gens du board sont des gens responsables en renouvelant le mandat, on va dire, du CEO? Point d'interrogation. Est-ce que le CEO prend les bons choix, les meilleurs choix pour les actionnaires? Et donc, si ce n'est pas le cas, pourquoi ne serait-il pas puni? Je rappelle que des CEO, par exemple, touchent parfois, certains, plusieurs millions d'euros. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comment, quand on touche plusieurs millions d'euros, on peut prendre des mauvaises décisions? Donc, ça arrive, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que les gens du conseil d'administration aujourd'hui sont plus flattés à l'idée de se dire « Ah, je suis au bord de telle société » plutôt qu'au faire leur rôle. Quand vous êtes board member, vous avez toute la oisiveté de descendre sur le terrain, de discuter avec les gens et d'apporter des améliorations. Au niveau simplement du entre guillemets business plan de l'opération de redressement avec Orpea, il y a d'autres choses qui peuvent paraître compliquées à comprendre. Quel est vous du coup votre intérêt pour mener une telle opération? Parce que je crois pas que votre fonds à l'époque était vraiment un gros investisseur sur Orpea, donc est-ce que vous avez gagné relativement faible de ce point de vue-là? Et aussi au niveau du modèle économique, les compensations, quelles vont être leur origine du coup, parce que l'entreprise a fait faillite, on pourrait dire voilà, elle a plus forcément les capitaux de le faire. Alors il faut distinguer deux choses, notamment dans le cas Orpea, puisque Orpea est devenu Imeis. Donc je tiens bien à distinguer deux choses qui sont extrêmement importantes pour comprendre ce cas. Et ce que nous remettons en cause, ce n'est pas la phase de restructuration qui s'est passée avec la Caisse des dépôts, Imeis, etc. Les gens qui aujourd'hui gèrent Imeis, etc., nous, c'est pas notre sujet. D'accord? Donc, il faut bien distinguer ça. Notre sujet, c'est de dire, depuis la sortie du livre de Jérôme Colombel, d'accord, vous avez une chute du cours de l'action et vous avez effectivement un board et des managers qui ont pris des décisions antérieures qui n'étaient pas bonnes. D'accord? Donc, qui est responsable? Ce sont eux. Ce sont aussi les auditeurs. À chaque fois, nous remettons en cause les auditeurs. Pourquoi? Parce que les auditeurs, pourquoi vous n'avez pas vu qu'il y avait trop de goodwill, de survaleur immobilière? Je veux dire, faut qu'on en arrive à la fin pour le voir, vous voyez? Donc, en fait, je pense que les auditeurs ont un rôle central et parfois, ils portent les sujets au management. Et je rappelle que les auditeurs sont payés par le management, hein, tout est comme les agences de notation. Donc, c'est très difficile, en fait, d'avoir une sorte, je pense, pour eux, d'indépendance, qu'on le veuille ou non. Et donc, pour nous, ils sont responsables. Notamment quand il y a eu des fraudes comptables, les managers sont responsables, les gens du board sont responsables. Si vous voulez, quand vous voyez la sortie du livre, on voit autant d'informations dans le livre, comment le board peut pas être au courant de ça, vous voyez? Et quand vous discutez avec des anciens board members, et naturellement, je ne citerai pas de nom, mais ils vous expliquent que c'est très difficile d'influencer le CEO. La réalité, elle est là. Le type, il vous a choisi pour être au board. Vous avez peut-être envie de toucher vos tickets de présence, vos jetons de présence.
Et c'est difficile au milieu d'un board, paraît-il, de lever la main et dire bon bah je suis pas d'accord avec ci, je suis pas d'accord avec ça. Et en fait, je pense que c'est ça le vrai problème. Et ça, c'est dans la culture française. C'est pas aux États-Unis, quand vous êtes actionnaire, vous avez une vraie voix. Vous portez votre voix. Vous voyez, vous êtes très rapidement capable de balayer un board et un management. En France, pas du tout. On a l'impression qu'en fait, le management et le board sont intouchables. C'est totalement faux. Et ils ont des responsabilités. Et si les responsabilités finalement ne sont pas respectées et qu'on n'arrive pas à se faire entendre par la voie actionnariale, eh bien, il y a la voie de la justice. Et la voie de la justice en France, elle fonctionne très bien. Pour revenir sur votre point du modèle économique, comment ça fonctionne, donc vous avez effectivement un certain nombre de coûts initiaux à couvrir, à savoir les avocats, à savoir toute la phase en initiale de due diligence pour repérer le dossier, et puis ensuite effectivement une stratégie, on va dire de communication pour rallier les investisseurs à votre cause, d'accord? Et puis vous avez aussi, j'ai pas mal voyagé effectivement sur le cas Orpea, notamment aux États-Unis, pour rencontrer des investisseurs, pour les convaincre de rejoindre l'action. Donc, si vous voulez, le fonds va mettre des capitaux, d'accord, va engager des capitaux initialement, en se disant, je mets 1 sur la table pour aller minimum en récupérer 10 à la barre du tribunal. Et donc, c'est-à-dire que vous avez effectivement, sur le cas d'Orpea, nous avions 1200 investisseurs, d'accord. On a été capable effectivement en tout cas, la réparation, le dommage qu'on demande est de 180 millions. Et donc, sur ces 180 millions, nous sommes rémunérés en fait comme avec une partie, on va dire, de success fees. Donc, c'est-à-dire que si les gens gagnent, nous prenons une participation. En revanche, si effectivement le procès vient être en notre défaveur, nous aurons perdu notre mise initiale. Vous voyez, comme une option finalement sur le marché. Mais ce qui veut dire que ça permet de défendre le marché, on va dire avec, on va dire les comment ça s'appelle, les droits des actionnaires. On permet de les défendre, on permet de défendre les particuliers et à moindre coût, parce que finalement, si vous leur demandez le coût de la procédure, c'était quasiment, à part, on va dire 100 € pour rejoindre l'action qui payait des frais d'avocat pour les enregistrer. Nous, avec Light Capital, on n'a absolument rien pris, si vous voulez, de base, et on a plutôt risqué des capitaux au départ, justement, pour ensuite aller demander réparation dans la barre du tribunal. Top. Et sur les 180 millions, du coup, parce que voilà, si l'entreprise a fait faillite, est-ce que c'est l'ancien CEO qui va devoir payer ça ou... Alors effectivement, c'est une question effectivement légitime que vous posez là. Il faut regarder effectivement si le board est solvable. C'est assez facile, on va dire, sur la solvabilité des cabinets d'audit. Je veux dire, ils ont des assurances, etc. Mais vous faites quand même, vous allez conduire une due diligence pour voir effectivement si les gens sont solvables. Parce que finalement, vous pourriez me dire, sur toutes les petites IPO, on pourrait éventuellement procéder à ce contentieux. Et je vous réponds oui. Mais encore une fois, qui paye? Donc, il n'est pas à exclure, effectivement, sur le marché des IPO, ça fait quand même ça commence à faire 2 ans qu'on le regarde de manière très active et puis surtout on a investi. Et on n'exclut pas, à un certain moment, effectivement, sur des sociétés qui se sont mal comportées, en tout cas des managers, à se dire, on pourrait éventuellement les attaquer. On a le cas actuellement en Espagne, on regarde un dossier en Espagne où effectivement, les managers ont survendu la société, d'accord, et les actionnaires ont perdu beaucoup d'argent. Et donc, ils râlent et ils savent pas vraiment comment faire. Et donc, ils n'arrivent pas à se faire entendre parce que c'est une famille par la voie actionnariale. Et donc, effectivement, on réfléchit à utiliser la voie du contentieux. Et on pourrait même se poser la question sur le cas des IPO de se dire, mais finalement, qui est responsable? Est-ce que c'est les managers ou est-ce que c'est pas la banque? Point d'interrogation. Pour parler un peu plus des marchés financiers en général, actuellement, un des grands débats au moment où on enregistre le podcast qui, je dirais, divise les marchés financiers, c'est la question de l'IA, avec notamment beaucoup de gens qui croient à une bulle de l'IA et beaucoup de gens qui croient au contraire à une IA qui est l'avenir de l'humanité et entre autres des marchés financiers. Est-ce que vous êtes positionné sur la question et comment est-ce que vous avez fait pour vous constituer un avis sur le dossier? Alors, l'IA, je pense que effectivement, il y a les bulles, il y a les bears, il y a ceux qui pensent que ça va continuer à monter, ceux qui pensent que ça va continuer peut-être que c'est une bulle et que ça va exploser. Je dirais que les points positifs de l'IA, c'est que quand on regarde aux États-Unis, et ça, je pense que c'est clé, vous avez un phénomène qui est assez positif, c'est-à-dire que l'IA, l'intégration de l'intelligence artificielle permet de réduire les coûts des entreprises. Donc, naturellement, vous allez augmenter vos marges. Et quand vous regardez, par exemple, des Nvidia et tous ces acteurs, ils sont capables aussi d'avoir un retour
sur equity, un retour on va dire, sur capitaux propres qui est autour de 20%, avec une amélioration des marges. Donc, de manière globale, si on reste sur l'IA et sur les sociétés technologiques, on peut penser qu'elles sont dans une bulle, mais d'un autre côté, on se rend compte que elles produisent des résultats qui sont quand même encore positifs. Il y a encore une croissance qui est positive. Moi, mon point d'interrogation, c'est les CAPEX. Donc, je suis pas un expert de la technologie de manière globale, donc je vais pas me risquer à shorter Nvidia. Mais en tout cas, effectivement, c'est question légitime. Enfin, je pense que bien malin celui qui a la réponse, hein, très, très honnêtement. Après, sur l'intégration de l'IA d'un point de vue opérationnel, ça, je pense qu'effectivement, c'est des choses à prendre en compte parce que on va se retrouver à l'époque, comme vous avez des sociétés comme Kodak qui ont disparu. Ben là, c'est un peu le même schéma. C'est-à-dire que les sociétés qui vont pas intégrer l'intelligence artificielle dans leur modèle vont se faire balayer. Et donc, comme je disais tout à l'heure, je pense que là où il faut se positionner, c'est regarder les sociétés qui, avec l'intégration de l'intelligence artificielle, vont créer plus de marge. Et si vous créez plus de marge, du coup, ça va créer plus de valeur pour l'action et pour le titre. Donc, c'est comme ça, disons, qu'on le regarde. On regarde le sujet. On est arrivé un peu tard, hein, sur l'IA. Moi, je suis pas un expert à titre personnel de la tech. Mais effectivement, quand on voit ces valorisations, moi, personnellement, à ce stade, je préfère pas toucher. Je préfère rater parfois un trend, c'est pas grave. Je pense qu'il y a des thématiques sur le secteur de la santé, des chats, des chiens, qui sont tout aussi intéressantes et qui rapportent parfois presque plus. Ce qui est important, en tout cas, si j'avais un conseil à faire passer, c'est positionnez-vous sur des valeurs que vous comprenez. Warren Buffett n'avait pas investi en 2000 dans la bulle technologique, je pense que ça lui a pas desservi. On s'est rendu compte qu'il est rentré dans Apple, mais finalement, c'est pas un expert de la tech. Et pourtant, il a réussi à faire de la performance. Vous avez parlé précédemment de Rémi Cointreau et de LVMH, sur lesquels vous avez pas investi. Est-ce qu'il y a d'autres titres français que nos auditeurs pourraient connaître, sur lesquels vous avez une conviction un peu forte ou au contraire une anti-conviction un peu forte? Des titres français, j'en regarde de moins en moins. Les titres français, en tout cas, c'est quoi? Ça doit être 30% du portefeuille. De moins en moins, on investit beaucoup dans d'autres pays, mais sur la France, quelques convictions que je pourrais avoir. À part LVMH et Rémi Cointreau. Non, j'ai quoi? Qu'est-ce que je pourrais avoir? Est-ce que c'est pas étonnant pour un hedge fund d'avoir quand même 30% de son portefeuille en France? Ça paraît complètement disproportionné par rapport à la part que représente la France dans le MSCI World notamment. Ça dépend parce qu'en fait, nous, ce qu'on joue, c'est le secteur du consumer, la reprise du secteur du consumer. Donc après, on est diversifié sur ce secteur-là en France. Mais non, on peut être capé à 30-35%. Mais en tout cas, ça, c'est ce qu'on appelle, attention, hein, quand je dis 30%, c'est ce qu'on a avec levier inclus. C'est-à-dire que si j'enlève le levier, effectivement, je suis beaucoup moins exposé. Par exemple, je suis short d'un certain nombre. Je pense que le secteur du consumer aux États-Unis va souffrir. Donc, je suis short d'un certain nombre de sociétés aux États-Unis. Donc, en exposition globale sur le consumer, je dois être à 15-20% max. Même si vous êtes à 30, même en comptant le levier, vous avez quand même, entre guillemets, une conviction française. Ah oui, il y a la France est sous-valorisée, je pense. La France a souffert, la France a énormément souffert, je pense, ces dernières années. Il y a eu un afflux des capitaux avec le Magnificent Seven aux États-Unis qui a été sur la tech. Et là, on le voit. Alors, le secteur des small et mid cap, par exemple, a énormément repris. Moi, j'aime bien investir dans le small et mid cap. Je suis très longtemps investi dans GTT, par exemple. Ça fait très, très longtemps que je suis investi dans GTT. Voilà, mais bon, c'est trop tard pour entrer, vous voyez. Donc, une société que je regarde, qu'on avait regardé, on a eu une discussion avec le board, avec le management, il y avait un cas intéressant, c'était Carbios. Donc ça, je pense que c'est une société, en tout cas, la technologie me semble très intéressante, donc on la regarde. Voilà, je pense qu'il y a des petites sociétés qui sont un peu moins connues. Bon, ça, c'est parce que je viens de la région et puis le secteur m'intéresse. Mais sur le secteur du bois, vous avez Pujula, qui est le acteur numéro 1 qui fait les cheminées. Je pense que ça, c'est une très bonne société, très bien gérée, qui a effectivement a eu un pic pendant le Covid. Vous avez eu un pic, effectivement, là, a subi, on va dire, la redescente
de l'engouement. Et je pense que c'est une société potentiellement à regarder. Après, il y a des sociétés où je suis moins expert, mais je regarde un petit peu comme Swatech, Soprasteria, effectivement. C'est des choses que je regarde. Moi, j'aime bien, par exemple, des choses comme Rémi Cointreau, jouer ce qu'on appelle des reversals, c'est-à-dire que vous avez eu un excès à un moment donné, et donc il y a eu un emballement du cours, le cours redescend. Tout comme LVMH, c'est pareil. Et après, la question se pose, est-ce que le jouet est cassé? Vous avez le cas sur Téléperformance. Est-ce que le jouet est cassé ou pas cassé? Téléperformance qui d'ailleurs souffre Oui, toujours. ça continue à baisser. Ouais, vous avez les hedge funds qui, à chaque fois, effectivement, dès que la publication des résultats, ils shortent massivement. On se rend compte que le titre est massivement shorté. Donc, c'est là où c'est la beauté du métier. C'est que vous avez les deux avis. Il y en a qui vous disent, le jouet est cassé, et puis d'autres qui vont vous dire non, je pense pas que le jouet est cassé. Moi, ce qui me fait être positif, je pense, sur Téléperformance, c'est de me dire que il y a une activité de service qui est sous-valorisée. Quand vous regardez le business, en fait, vous avez deux business, et quand vous faites la sum of the parts, ce business est sous-valorisé, mais surtout que vous avez eu, quand il y a eu le rachat, d'une société, notamment au Maroc, et vous avez un actionnaire majoritaire qui effectivement est rentré. Et j'ai plus les chiffres en tête exactement à combien il est rentré, mais je crois qu'il est rentré autour de 75. Donc vous vous dites, faut se poser la question, à un moment donné, il va faire quelque chose, vous voyez, ou sinon, du coup, il a perdu des millions, voire peut-être plus sur sa position. Donc c'est là où c'est intéressant, et je pense que beaucoup se positionnent à travers l'analyse technique ou autre, mais je pense qu'il faut aller au-delà. Il faut regarder les chiffres, mais surtout, il faut comprendre la dynamique, vous voyez. Et la dynamique actionnariale, je pense qu'elle est essentielle de comprendre quels sont les enjeux. Merci beaucoup, Monsieur Romanto, d'être venu. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et puis, dites-moi ce que vous voudriez voir dans les prochains épisodes. Merci à tous. À une prochaine fois. Bye bye.